Tiers livre, Écran de nuit, semaine, avec Giorgio Monganelli. On a voyagé comme on a pu dans différents pans de l'œuvre. On va finir ce soir avec celui qui me paraît un petit peu le sommet. Le titre est assez obscur. Discours de l'ombre et du blason. C'est traduit par Daniel Van de Velde. Je n'ai pas accès à la langue originale. C'est publié au Seuil. Cette dispersion de Monganelli. Un autre critère, la 4 de couve. C'est des textes qu'il rédige toujours lui-même, mais il a ce chic, dans chacune de ces 4 de couve, dans les éditions italiennes, de faire une improvisation sur le thème vaguement du livre, mais qui n'avait rien à voir avec le contenu même du livre. Il fut un temps où il n'y avait pas de littérature, un temps qui ne dura guère d'ailleurs, quelque chose comme 10 000 à 3 millions d'années, le temps pour la Terre de se refaire 3 fois une beauté, d'aller 2 fois au théâtre, 5 au cinéma, et de commencer une analyse. Il m'est facile d'imaginer un temps sans auto, ni locomotive, ni drapeau, ni premier ministre, ni prêtre, ni zoo, ni attaché de caisse, ni télévision, ni micro-sillon, mais pas un monde ou un temps, une série ou un chapelet de générations sans littérature. Je ne peux pas m'empêcher de penser que les hommes et les femmes avaient alors tout ce qu'il fallait pour faire de la littérature. Ils avaient les mots, les cimetières, les exclamations, les maladies, la faim, l'incertitude du lendemain, le feu qui réchauffe et celui qui brûle. Les coups de foudre, les aversions, les avortements, les massacres, les familles, les adultères. Mais la littérature, ils ne pouvaient pas l'avoir. Il leur manquait ces choses à bon marché qu'on achète au tabac du coin. Mais nos ancêtres, les hommes de l'époque pré-Agatha Christie, n'avaient pas de marchand de tabac. Ils n'avaient ni papier, ni crayon, ni plume. En auraient-ils eu? Il leur manquait encore l'alphabet. Auraient-ils eu l'alphabet? Il leur aurait manqué des éditeurs, relieurs, typographes, libraires, bibliothèques, chroniqueurs littéraires, prix littéraires, titres, catalogues, etc. Mon opinion, une opinion un peu étroite, mais honnêtement partisane, est que durant quelques milliers de générations, la vie sur Terre dut être d'un ennui extrême. Ce qui est important, c'est le sous-titre du livre. Giorgio Monganelli, Discours de l'ombre et du blason, ou du lecteur et de l'écrivain considérés comme déments. Alors si moi ici l'exercice c'est dire, et si je prends plaisir à lire 3 pages, et si le plaisir qu'on a ensemble via cette chaîne YouTube, c'est de partager une marche au hasard dans les livres, faite de ces extraits lus, relancés, sans autre justification ni explication. Est-ce qu'il y a du plaisir à écouter des histoires racontées, lues, comme il y a du plaisir à les lire? Un livre fou et un livre qui vous considère, vous lecteur, comme fou, c'est pas évident d'y entrer. C'est une suite de chapitres, de 1 à 31. 31 chapitres, de 1 à 31. Le 30 est assez étrange parce qu'il est un dialogue. Je ne sais pas si je peux arriver à le faire. A. En effet. B. Dis très exactement les mots qui te poursuivent comme des chiens dévorants. A. Voici, je dirais donc, ingénieuse douleur. B. N'as-tu rien d'autre à ajouter? Surtout, ne crois-tu pas que la douleur soit toujours ingénieuse? Peut-être cette proposition est-elle une évidence? A. Il existe une souffrance qui ne peut être confiée qu'aux mains sèches et précises des joailliers, un désespoir en dentelle, une fureur ajourée brodée sur le corps. B. Pourquoi n'as-tu rien à ajouter après en effet? A. Parce que, en effet, présuppose une joie de la logique dénuée de fondement, une paisible conclusion parce qu'il ignore les sauts et les désordres du désespoir. B. Le désespoir t'intéresse donc? A. Évidemment, comme tu dirais toi, c'est l'un des degrés zéro, absolu, l'un des points à partir desquels il est possible de lire l'anamorphose du monde. B. On y survit. A. Pas toujours. Et cependant, c'est une lecture nécessaire. B. C'est cela que tu appelles ingénieuse douleur? A. Non, l'ingénieuse douleur est une machination habile mais calme. Non, calme n'est pas le mot qui convient. C'est une construction rédigée avec exactitude et patience, qui a pour résultat une souffrance incompatible avec la vie, mais que l'on peut décrire ou plutôt transcrire tout en vivant. B. Incompatible avec la vie signifie qu'elle vous mène par la main jusqu'à la mort physique, vous porte à vous laisser mourir, vous conduit au suicide. A. Ça signifie certainement une descente dans l'ombre, descente aux enfers à laquelle Dieu lui-même, s'il existe, ne peut pas échapper. B. Il est vrai qu'aucun Dieu ne peut y échapper.
Mais si le monde est en anamorphose, descente et ascension, ne peuvent-elles pas coïncider? Si par exemple les enfers étaient au-dessus de nous? Tu l'as sans doute remarqué, nous parlons souvent des enfers, croyant en connaître à peu près la géographie, mais des régions supérieures, jamais, au grand jamais, nous ne parlons. Est-ce parce qu'en notre fort intérieur, nous pensons que les enfers sont véritablement l'unique point de vue possible pour une lecture du monde, qu'ils sont, disons, le veau gras qui doit être égorgé en notre honneur? Ah, des régions supérieures, nous ne savons rien. Mais quand nous parlons des enfers, nous sommes profondément à l'aise, encore que notre solitude soit tout à fait définitive. Mais quelle solitude! Ah, pas le manque de compagnie, l'absence de signifier, non, l'absence de justification, non plus. Peut-être l'absence de mots, simplement. Mais les mots ne sont pas absents, les mots sont simplement réticents. C'est une autre forme d'ingénieuse douleur. Tu peux penser à ce qu'est un mot réticent? B. Lieu des mots réticents. Ne crois-tu pas que cette réticence soit à son tour ce que tu appelles parole? Il n'y a pas de mots pour décrire les mots, que le silence. Il n'y a pas de mots pour décrire les mots, mais y a-t-il des mots pour décrire le silence? À moins que le silence parlé, mais non pas prononcé, ne puisse, sinon décrire, en tout cas confirmer le silence. Petit extrait, on est au tiers de ce chapitre. Je lis juste la toute fin, 31. 31. Quelle que soit la numérotation des pages que le lecteur trouvera en lui-même, la page qui, en ce moment devant moi, s'écrit, porte le numéro 99. C'est un nombre qui me paraît honnête, pour lequel j'éprouve de l'affection, comme si, durant tout ce temps d'effort ou peut-être de calamité, j'avais été à la recherche d'une sorte de trêve, de douceur rétablie entre moi, et que celle-ci se fût identifiée avec la page 99. Maintenant, cette page est devant moi, et je cherche à voir ce qu'il y a dedans. Je distingue assez mal, dans tout ce fourbi de syllabes détachées, de mots usés, avec un peu partout quelque chose qui pourrait être poussière ou cendre. J'ai le souvenir confus d'un voyage labyrinthique, pénible et obscur. Un itinéraire hérissé de péages, d'exigences extravagantes, d'affirmations sans fondement, d'hypothèses démenties par d'autres hypothèses, avec des raccourcis qui allongeaient le parcours, des routes droites qui menaient à des lieux vidés de tout sens, à des relais d'étapes qui recevaient pour hôtes des chevaux morts depuis des siècles, emprisonnés encore dans des armures faites pour des guerres dont on ne connaît pas la date, ni la durée, ni l'issue. J'ai dans la tête un grand vacarme, et par instants un grand silence, ou peut-être en même temps vacarme et silence. Ce que vous trouverez écrit dans ces pages n'a pas de sens. C'est là leur mérite essentiel, et ce qui me dit, du moins je le suppose, tu n'as pas d'idée. Ne l'oubliez pas, il n'y a pas de mots pour décrire les mots, et décrire le silence avec des mots qui ne soient pas le silence lui-même, c'est tuer le silence. Jusqu'au moment où on ne peut donc pas parler du parler. On peut seulement parler, et encore pas toujours. Depuis les temps, des temps de choses ont toujours été impossibles. Savoir ce qui vient après la mort et parler de littérature. Nous savons maintenant que les deux problèmes sont étroitement apparentés. Sur la littérature, on ne peut faire que de la littérature. En effet, les livres engendrent les livres, et les mots, il n'y a rien d'autre à faire. Le discours sur la beauté, proie, offerte aux chasseurs maladroits, en échange de ce qui a été appelé quelque part la laideur. Ce discours était, me semble-t-il, assez divertissant, quoique je ne sache pas trop bien en quoi. La laideur est inaccessible, mais elle ne se donne pas de grands airs, comme le fait la laideur de la beauté. Que voulais-je dire? Peu importe, quelqu'un me l'expliquera. Après avoir écrit cette page, vous voyez, je crois que j'existe. Ouais, ce livre est un symptôme de guérison, mais il n'est pas la guérison. La page s'est écrite, elle est presque finie. Je voudrais vous lire certaines choses, par exemple... Le Saint-Esprit déstabilise, ou encore la lacération est irréversible. Quelqu'un est en train de m'enlever cette page, elle est pressée. N'oubliez pas que toutes ces pages sont remises par un fou. De la littérature sur la littérature, rien d'autre. Et quoi d'autre? Nous vieillissons, qu'importe. Je vous en prie, restez assis. Le temps est merveilleux, mais la nuit est certaine. Merci, merci. Si je suis reconnaissant à la discipline que je tiendrai tant que je pourrai, ces petites vidéos quotidiennes, c'est vraiment ça, que je ferais pas moi ce voyage comme là, à travers Manganelli, s'il n'y avait pas cette tâche là, d'improviser ensemble et de savoir que c'est partagé.
Je veux finir comme lui. Merci, merci.